SeaWorld surveille de près une orque accusée d'avoir tué un entraîneur. Pendant 10 ans, elle a dominé les eaux, une dresseuse d'orques dont le talent l'a rendue légendaire. D'un simple regard, elle pouvait commander le chasseur le plus redouté de l'océan. Elle avait gagné la confiance d'un prédateur qui pouvait la tuer en quelques secondes. Mais sous le soleil éclatant de juin, devant des centaines de regards, cette confiance s'est fissurée. Qu'est-ce qui a transformé une performance parfaite en une tragédie inoubliable? Restez avec nous pour en savoir plus. Avant de plonger dans la tragédie qui a secoué le sanctuaire de Blue Sea, retournons au rêve qui a tout commencé. Un rêve né par la mer bien avant les cris et le sang dans l'eau. Avant les gros titres qui laisseraient le monde stupéfait, il y avait juste une fille tranquille debout au bord d'un rivage rocheux dans le nord de la France, regardant l'océan comme si elle le connaissait par cœur. Alors que le monde autour d'elle jouait, riait et oubliait, Élise Moreau regardait la mer avec l'intensité silencieuse de quelqu'un qui écoute quelque chose que personne d'autre ne peut entendre. Pas une rêveuse ni une touriste, mais quelque chose de complètement différent, comme si elle faisait déjà partie de l'océan et qu'il était juste en attente de la reprendre. Alors que la plupart des enfants dessinaient des super-héros, Élise Moreau dessinait des tueurs, des orques, pour être précis. Elle n'en avait pas peur, elle était fascinée. La plupart des enfants de son âge étaient captivés par les dessins animés ou jouaient au football, mais Élise étudiait la courbe de l'aileron d'une orque comme s'il contenait la réponse à quelque chose de sacré. La mer n'était ni chaude ni accueillante en Bretagne, mais Élise s'en moquait. Chaque cri lointain d'un oiseau marin l'entraînait plus profondément dans un rêve qui ne faisait sens pour personne d'autre qu'elle. Ses parents mettaient cela sur le compte d'une phase, quelque chose dont elle sortirait, mais elle ne l'a jamais fait. Chaque été, il la conduisait à la côte pour qu'elle puisse regarder les vagues. Elle ne disait pas grand-chose. Ouais, elle n'avait pas besoin de le faire. Cette expression sur son visage, concentrée, distante, presque révérencieuse, disait tout. À l'âge de 14 ans, elle connaissait les noms latins de toutes les espèces d'orques. À 17 ans, elle envoyait des courriels aux parcs marins du monde entier pour demander des stages. Et juste après son 19e anniversaire, Élise fit quelque chose que personne n'attendait. Elle a fait ses bagages et a quitté la France. Elle ne connaissait personne en Californie. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle avait un objectif, se rendre au parc marin Blue Sea, le seul endroit dont elle avait rêvé depuis qu'elle était enfant, et d'une manière ou d'une autre, elle a réussi. Elle est arrivée au Blue Sea Sanctuary avec rien d'autre qu'un sac à dos et cette ambition tenace. Élise a commencé là où tout le monde a commencé, en récurant des algues sur le béton et en transportant des seaux de poissons décongelés qui empestèrent ses vêtements. Mais elle était patiente et concentrée. Ses collègues l'ont vite remarqué. Élise ne faisait pas que son travail. Elle comprenait les animaux. Elle pouvait dire quand un dauphin était agité avant même qu'il ne fasse surface. Et elle pouvait calmer un lion de mer simplement en changeant de ton. Le bruit s'est répandu rapidement et les promotions ont suivi. En quelques mois, elle travaillait directement avec les orques, ces géants qu'elle avait autrefois seulement dessinés. Mais Élise ne cherchait pas les applaudissements. Elle poursuivait quelque chose de plus profond. Et puis elle a rencontré Kayla, l'orque vedette de Blue Sea. Énorme, majestueuse, imprévisible. Leur connexion était immédiate, presque étrange. Élise l'appelait un lien. D'autres murmuraient un mot différent. Obsession. Mais il y avait autre chose, une ombre qui suivait chaque spectacle parfait, chaque high-five entre les espèces. Kayla avait un passé, quelque chose dont les entraîneurs plus âgés ne parlèrent pas. Ils en parlaient à voix basse, mais peut-être que c'était oublié ou délibérément enterré. Et les choses enterrées ont une façon de refaire surface, surtout dans les eaux profondes et sombres. La liberté volée de Kayla, elle est née dans la nature, dans les eaux profondes et sombres où l'océan s'étend à l'infini et où chaque bruit de l'eau avait une signification. Mais quand vous arrachez une orque à sa famille et l'enfermez derrière une vitre, quelque chose en elle ne se brise pas seulement, cela attend. Et des années plus tard, alors que tout le monde pensait qu'elle s'était enfin habituée, Kayla leur a rappelé que les orques n'oublient jamais. Mais comment cette orque s'est-elle retrouvée derrière une vitre? Revenons en arrière jusqu'en 1995 au large de la péninsule du Kamtchatka, en Russie. Quelque part sous ce gris tourbillonnant, Kayla, une jeune orque, à peine âgée de 5 ans, glissait dans l'eau à côté de sa mère, sa famille serrée à ses côtés. Ils chassaient ensemble, nageaient ensemble, et parlaient une langue développée au fil des générations. Puis, tout s'effondra. Des hors-bords traversèrent les vagues, tranchant la mer comme des lames. Des filets explosèrent dans l'eau, murs de nylon se refermant avec une vitesse terrifiante. Le groupe de Kayla se dispersa. Elle essaya de suivre le cri de sa mère, mais le son fut englouti dans le chaos, avec les moteurs rugissants et les hommes criant. Kayla s'est débattue pour se libérer. Son corps élancé se tordant de panique, mais les cordes se resserraient. Et puis vint l'aiguille, suivie par l'obscurité et le silence. Quand elle s'est réveillée, le monde était une jungle de béton. Son océan avait disparu, ainsi que sa famille. Pendant des années, Kayla a été déplacée entre des bassins comme une marchandise, entourée de murs métalliques, de pompes résonnantes et d'une eau stagnante. Les entraîneurs la qualifiaient de difficile.
Elle refusait de se nourrir et frappait les parois des bassins avec sa queue avec une telle force que le revêtement se fissurait. Elle a réagi sèchement aux mains qui s'approchaient trop. Ce n'était pas de la rébellion, c'était du chagrin, et le chagrin a une mémoire. Quand Blue Sea l'a reçue, Kayla avait 12 ans et était immense, 16 pieds de muscles et de mystère. La foule voyait de la beauté, les entraîneurs voyaient une star. Mais Kayla, elle voyait une cage, et derrière ses yeux noirs profonds, quelque chose ne s'est jamais installé. Ni les éloges, ni les sifflets, ni les applaudissements, ni les projecteurs. Ils l'appelaient un gentil géant, mais même les géants peuvent se briser. Les orques n'oublient pas. Leurs esprits sont construits comme les nôtres, câblés pour la famille, pour l'émotion, et parfois pour la vengeance. Dans la nature, Kayla serait restée avec sa mère toute sa vie, mais ici, elle tournait en rond dans un bassin à peine 4 fois sa longueur. Son aileron dorsal penchait comme un drapeau en berne, et pourtant personne ne parlait vraiment de ce qu'on lui avait pris. Mais Kayla s'en souvenait. Et ce souvenir, cet instinct, enfoui sous la surface. Il était sur le point de se retrouver face à face avec la seule femme qui croyait pouvoir le contrôler, Elise Moreau. Et pendant un certain temps, elle croyait que Kayla l'aimait en retour. Un lien au-delà du réservoir. Certaines connexions sont difficiles à expliquer, si profondes, si inébranlables, qu'elles semblent appartenir à un autre monde. Elise Moreau en avait un avec Kayla. Et pendant des années, c'était sa plus grande force, jusqu'au jour où cela est devenu sa plus grande erreur. Avant l'arrivée de la foule, avant la musique et les applaudissements, Elise se tenait au bord de l'eau dans la brume du matin, parfois pieds nus, parfois avec un carnet de croquis sous le bras, parlant simplement de sa manière calme et posée. Pas de sifflet, pas de signaux manuels, juste sa voix basse et calme, se propageant sur l'eau immobile. Des profondeurs, Kayla émergerait, 6 tonnes de muscles se déplaçant comme de la soie, glissant vers Elise avec une confiance qui semblait inébranlable. Pour quiconque regardait, c'était comme voir 2 vieux amis qui n'avaient pas besoin de mots. Pour les autres, cela ressemblait à de la magie, comme si Kayla pouvait entendre ses pensées. Et peut-être que c'est ce qui effrayait les autres, parce qu'Elise croyait vraiment qu'elle se comprenait au-delà des signaux d'entraînement et des récompenses alimentaires. Pour Elise, Kayla n'était pas une artiste, elle était une partenaire. Elle passait ses pauses à dessiner les sauts de Kayla dans un vieux carnet, planifiant de nouveaux tours pour la garder engagée. Elise croyait connaître Kayla mieux que quiconque, chaque mouvement de sa nageoire, chaque clic doux qu'elle faisait sous l'eau. Mais tout le monde n'en était pas si sûr. James, un nouveau dresseur depuis à peine 6 mois, remarquait des choses, comme Kayla hésitant au début des répétitions, retenant son souffle plus longtemps que d'habitude, refusant un signal. Parfois, elle fixait son regard sur le public, non pas par curiosité, mais avec un froid et étrange intérêt. Il l'a mentionné en passant, mais Elise a évité la question en souriant. « C'est juste Kayla », disait-elle, confiante. La plupart des jours, ça marchait. Kayla réussissait chaque rotation, chaque sortie de l'eau, son corps de 6 tonnes bougeant comme si l'océan lui-même avait orchestré ses mouvements. Puis vint le jour où Kayla s'est disloqué la mâchoire pendant un entraînement à sec, un claquement rapide et agressif sous l'eau. Les entraîneurs connaissaient de ce son. Ce n'était pas mignon. Ce n'était pas enjoué. C'était un avertissement. Elise a ri. « Elle est juste un peu piquante », dit-elle. Mais James a croisé le regard d'un autre entraîneur de l'autre côté du quai. Personne n'a dit un mot, mais le silence était chargé. Car au fond d'eux, ils avaient tous remarqué ces petites variations dans le comportement de Kayla, un léger retard dans ses réactions et une étrange raideur dans ses mouvements. Elise les a tous ignorés, faisant plus confiance à leur histoire commune qu'aux signes devant elle. Et jusqu'à cette semaine-là, cela avait fonctionné. Kayla avait réussi toutes ses cascades, touché toutes les marques et fait le public s'exclamer comme prévu. Mais les liens, aussi profonds soient-ils, peuvent s'effilocher sans avertissement. Et lorsqu'ils se brisent, ils ne font pas de bruit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et il était trop tard parce que le prochain signal qu'Elise a donné n'a pas seulement été ignoré. Il a déclenché quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Si cette histoire vous met déjà sur les nerfs, prenez une seconde pour appuyer sur le bouton j'aime. La scène est prête. Dans l'eau, la confiance est tout. Pendant des années, Elise Moreau et Kayla ont bougé comme une seule, chaque signal répondu, chaque saut parfaitement synchronisé, chaque moment, sous les projecteurs, une promesse silencieuse entre elles. Mais ce jour-là, cette promesse semblait différente. Personne ne pouvait vraiment la nommer, et c'est peut-être pour cela que personne n'a arrêté le spectacle. Le 12 juin à Santa Cruz était le genre de journée dont les gens rêvent. Le soleil brillant sur un ciel sans nuages, l'air chaud et chargé de l'odeur de sel et de crème solaire. Le sanctuaire de la mer Bleue était vivant et débordant. Des familles entrant dans les gradins, des enfants serrant des ballons en forme de l'animal même qu'ils étaient venus voir, des parents s'éventant avec les programmes. À l'intérieur de l'amphithéâtre en plein air, chaque siège était occupé. Les parents feuilletaient les programmes pendant que leurs enfants sautaient d'excitation, puis la musique a commencé, cette bande-son martelante et surproduite qui signifiait toujours que quelque chose de grand allait se passer. « Mesdames et messieurs », la voix de l'annonceur a retenti, « veuillez accueillir Elise Moreau et la reine des profondeurs, Kayla. »
L'endroit a explosé d'applaudissements, de sifflets, de téléphones élevés dans les airs et 800 personnes emportées par le spectacle. Et derrière le rideau, Elise a enfilé sa combinaison de plongée et a pris une inspiration comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. Calme, posée et sans même une lueur de doute sur son visage. Mais derrière ce rideau, tout le monde ne souriait pas. Plus tôt ce matin, Elise avait répété la routine avec Kayla, les sauts dramatiques, les vrilles synchronisées, et le grand final, la montée en fusée qui faisait s'envoler Elise haut au-dessus de l'eau, comme si elle volait. Sur le papier, tout s'était bien passé, mais Kayla ne semblait pas normale. Elle était lente. Ses mouvements étaient étranges. Au lieu de fendre l'eau du bassin comme d'habitude, elle dérivait, hésitait presque. Sa nageoire pectorale gauche tressaillait légèrement, comme si quelque chose en elle déconnait. Elise a ri et a laissé tomber. Elle économise son énergie, dit-elle avec ce sourire que tout le monde croit. Elle sait que c'est l'heure du spectacle. La plupart des entraîneurs l'ont cru, sauf James. Il avait été avec Kayla dans la semaine, et quelque chose à propos de ses yeux ce matin-là lui était resté en tête. Ils n'étaient pas joueurs, ils n'étaient pas curieux. Ils étaient fixés, immobiles, comme si elle suivait quelque chose d'invisible, comme si quelque chose allait bouger. Néanmoins, le spectacle devait continuer. Les portes se sont levées. Kayla a glissé sous les projecteurs, son corps noir et blanc élégant, traversant le bassin comme une lame. La foule a poussé un cri de surprise. Les téléphones ont cliqué et les enfants ont crié de joie. Elise a avancé, les bras grands ouverts, la vedette du spectacle. Tout semblait parfait, mais ce sentiment d'inquiétude, celui que James ne pouvait pas évacuer, il était toujours là. Il attendait juste, et la foule, perdue dans l'excitation du moment, ne l'a pas vu venir, pas avant qu'il ne soit bien trop tard. L'attaque a été lancée. Elle a commencé comme tant de tragédies, en silence. Il n'y a pas eu de cri ni d'avertissement. Juste un changement si subtil que vous pourriez le manquer si vous n'étiez pas celui qui se tenait au bord du réservoir. Comme d'habitude, Elise porta le sifflet à ses lèvres, le signal aussi familier pour elle que de respirer, signalant à Kayla de faire un mouvement signature. Kayla aurait dû réagir instantanément, bondissant en action comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant, mais elle ne l'a pas fait. L'orque s'arrêta sous la surface, immobile à l'exception d'un léger mouvement des nageoires pectorales. La foule attendait. Elise a attendu puis a sifflé à nouveau. Cette fois, elle a ajouté un indice vocal doux, sa voix chaleureuse et encourageante. « Debout, fille, allons-y, toujours rien. » Au lieu de cela, Kayla s'est avancée, lentement, délibérément, sa masse se fendant à travers l'eau sans un son. Au dernier moment, elle a changé de cap, frôlant les jambes d'Elise avec le poids lourd et froid de quelque chose de vivant et ancien. Le contact fit picoter la peau d'Elise. Elle émit un petit rire gêné dans son micro. « Elle est d'humeur joueuse aujourd'hui », dit-elle au public, masquant le malaise dans sa voix. Quelques personnes ont ri. Kayla est revenue sur ses pas. Le mouvement fut soudain, trop rapide pour être suivi. Puis il y eut un impact, une force contondante provenant d'en bas qui fit tomber Elise à l'eau. L'éclaboussure provoqua des halètements dans les gradins, mais ils n'étaient pas encore alarmés. À distance, cela pouvait encore faire partie du spectacle. Puis l'eau changea. Elle s'agita violemment lorsque Kayla referma ses mâchoires sur le bras gauche d'Elise. La morsure fut rapide et précise. Le cri d'Elise fut étouffé par le bassin. Le sang montait en spirale lente. Elle se débattait, des bulles éclatant à la surface, sa main libre cherchant le bord. Les entraîneurs sur le pont se sont figés, entre incrédulité et action. Kayla ne lâchait pas prise. Elle a entraîné Elise sous l'eau, la masse noire et blanche la faisant tourner dans une roulade brutale et prédatrice. Elles ont refait surface, Kayla secouant la dresseuse inerte sous les yeux de centaines de personnes. Maintenant, il était clair pour tout le monde que ce n'était plus un spectacle, mais une véritable attaque. Des halètements se sont transformés en cris, et des mères ont été vues en train de cacher le visage de leurs enfants. Quelqu'un a crié quelque part, ça ne fait pas partie du spectacle. Elise a fait surface une fois, juste assez longtemps pour prendre une bouffée d'air, le visage pâle de panique. Elle a tendu la main vers la plateforme, l'a presque touchée avant que Kayla ne la tire sous l'eau à nouveau, et plus fort cette fois. Les alarmes retentirent, les entraîneurs se précipitèrent pour attraper des filets. Une bouée éclaboussa dans le réservoir dans une tentative désespérée d'attirer Kayla, mais elle l'ignora. Pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle devenait fatiguée sous la bataille acharnée avec le prédateur. L'attaque a duré moins de 2 minutes, mais chaque seconde s'étirait en quelque chose d'insupportable. Quand Kayla l'a enfin libérée, Elise flottait immobile, ses cheveux s'étalant autour d'elle comme des algues, les yeux ouverts mais aveugles. Et puis, de manière choquante, Kayla a frappé à nouveau. Elle s'est agrippée à son torse cette fois, la force transformant l'eau en une écume rouge. Le corps d'Elise se convulsait sous la prise, ses jambes donnant des coups faibles avant de disparaître dans les profondeurs. La musique, toujours joyeuse et répétitive, a joué pendant quelques secondes surréalistes avant que quelqu'un ne coupe le son. La seule chose qui restait était le chaos, le clapotis de l'eau contre le verre, les cris des entraîneurs et la panique qui montait dans les gradins. Un casque a flotté à la surface, celui d'Elise. Il a flotté une fois, 2 fois, puis a dérivé vers le mur du fond alors que l'ombre de Kayla s'enfonçait plus profondément dans le bleu, l'attirant loin du verre, loin du sauvetage.
Le spectacle n'était pas terminé. Il venait juste de se transformer en quelque chose de primal. Et le pire? Ce n'était que le début. 9 minutes de terreur. On pourrait penser que 9 minutes ne pourraient pas tout changer. Mais dans ce réservoir, 9 minutes ressemblaient à une éternité. Kayla ne jouait pas. Elle ne faisait pas semblant. Elle entraînait Elise vers le bas avec une précision terrifiante, tordant son corps avec la puissance brute d'un prédateur de 6 tonnes. Chaque fois qu'Elise refaisait surface, haletante, les yeux écarquillés, les lèvres tachées de sang, le bruit de la foule montait comme une vague de panique. Les gens n'applaudissaient plus, ils criaient, et à travers tout cela, Kayla continuait. Pas la compagne enjouée avec qui Elise avait dansé autrefois devant des centaines de personnes, mais quelque chose d'irréconnaissable. Ses yeux vides, sa prise brutale. Les adolescents restaient figés, téléphone tremblant dans leurs mains, filmant toujours. L'eau était maintenant striée de rouge, d'épais nuages de celle-ci tourbillonnant sous le verre comme de la fumée. « Faites quelque chose !» cria quelqu'un. Les entraîneurs se sont précipités, leur voix se brisant, alors qu'ils criaient le nom de Kayla, essayant de la ramener à la routine. Ils ont jeté des poissons, des bouées lumineuses, et frappé des perches contre le réservoir. Rien. James, à peine capable de se contrôler, a essayé de lancer le filet de secours, mais il s'est emmêlé. Il a juré, le déchirant avec des mains tremblantes, tandis qu'Elise était projetée contre le mur avec une telle force que la foule s'est tue. Il y a eu un bruit écœurant, comme du bois humide qui craque. Elise s'est relevée, à peine, son bras tordu, son visage pâle et sans expression, la bouche toussant du sang et du sel. Elle a tendu la main vers la plateforme, si proche, ses doigts raclant le bord. Et puis Kayla l'a replongée, cette fois plus profondément. Les lumières sont devenues rouges, les alarmes ont hurlé, mais Kayla n'a pas bronché. Elle a fait le tour du bassin comme si elle en était la propriétaire, traînant le corps inerte d'Elise dans des tours lents et délibérés. Sa combinaison de plongée déchirée flottait derrière elle, son visage caché sous des mèches de cheveux foncés et trempés. Les plongeurs hésitaient au bord, déchirés entre l'entraînement et la peur. Un par un, ils ont plongé, sachant pertinemment que Kayla pouvait tuer à nouveau en une seconde. La foule, déchaînée. Certains ont couru dehors, en sanglotant. D'autres sont restés figés, incapables de bouger, regardant l'horreur se dérouler comme un cauchemar dont ils ne pouvaient se réveiller. Vous pouviez entendre des enfants pleurer, des parents chuchoter « ça va », alors que ce n'était clairement pas le cas. 9 minutes. C'est la durée que ça a duré. Mais pour tout le monde dans ce stade, cela a semblé une éternité. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Ce qui est venu ensuite les entrait encore plus. Partagez ceci avec des amis qui pensent avoir tout vu, car ce qui s'est passé ensuite leur prouvera le contraire. Le silence après la tempête. Le spectacle était terminé, mais personne n'a applaudi. Personne n'a bougé. C'était juste du silence, le genre qui ne s'installe pas, mais qui enfle. La surface du réservoir était devenue étrangement calme, comme si elle essayait d'effacer ce qui venait de se passer. Mais les dégâts ne pouvaient pas être effacés. Elise Moreau a été tirée de l'eau comme une poupée cassée, molle, meurtrie, à peine reconnaissable. Sa combinaison de plongée était en lambeaux. Ses membres étaient tordus de manière que le corps humain n'est jamais censé supporter. Ses yeux sans vie ne fixaient rien. Kayla flottait à proximité, sa forme massive dérivant comme une ombre sans poids, sans urgence, comme si l'orque était déjà passé à autre chose. Mais les humains ne l'avaient pas fait. Les ambulanciers ont fait irruption, glissant sur les flaques d'eau, leurs gants en latex tremblant, alors qu'ils essayaient de ranimer quelqu'un qu'ils savaient tous être parti depuis longtemps. Pourtant, ils pompaient sur sa poitrine, encore et encore, entourés par l'odeur nauséabonde du chlore et de la panique. La foule ne criait plus. L'arène, qui résonnait de rire il y a quelques minutes, sonnait maintenant comme une église après un enterrement. Les parents cachaient les yeux de leurs enfants. La sécurité est intervenue rapidement, mais leur voix était feutrée, plus triste que commandante. « Continuez à marcher », ont-ils dit. Mais personne ne marchait comme s'il quittait un parc d'attractions. Ils marchaient comme s'ils quittaient une scène de crime. Dans les coulisses, c'était pire. James ne pouvait pas arrêter de trembler. Le réservoir qui résonnait autrefois de musique et d'applaudissements vibrait maintenant du faible bourdonnement des machines médicales et du cri glaçant de quelqu'un dans les gradins. Probablement une mère qui venait de voir un cauchemar se dérouler en temps réel. Dehors, les camions de presse commençaient à s'aligner comme des vautours sur une clôture, les caméras prêtes à filmer. Les gros titres étaient déjà tapés, avant même que le corps d'Elise ne quitte la plateforme. À l'intérieur, le parc fermait ses portes. Lumières éteintes, grilles verrouillées, manège figé en plein mouvement. Tout l'endroit ressemblait à une scène abandonnée après le dernier acte imprévu. Puis vinrent les murmures du personnel, des entraîneurs, de ceux qui avaient travaillé avec Kayla et avaient vu des choses dont on leur avait dit de ne pas parler, des incidents qui avaient été ignorés, des échappées belles passées sous silence. Il y avait eu des avertissements, beaucoup, mais ils avaient tous été réduits au silence parce qu'Elise et Kayla étaient le duo qui rapportait de l'argent à Blue Sea, le visage de chaque affiche, le cœur de chaque brochure. Maintenant, Elise était partie, et le silence n'était pas seulement un deuil. C'était quelque chose de plus lourd. C'était le poids des secrets sur le point d'exploser. Et ces secrets, ils étaient plus que des murmures.
C'étaient des vérités enfouies qui allèrent faire surface, et cette fois-ci, aucune équipe de relations publiques ne pourrait les retenir. Un héritage qui hante. Ils ont essayé d'enterrer la vérité, mais l'histoire ne voulait pas mourir, tout comme les questions. Le lendemain matin de la mort d'Elise, Blue Sea ne ressemblait pas à un parc à thème. Cela ressemblait à une scène de crime. Les portes s'étaient fermées à clé, les agents de sécurité marchaient avec des radios collées à leurs oreilles, et une nuée de camions de presse était garée à l'extérieur, des antennes satellites pointées comme des armes. À l'intérieur, le bassin était silencieux, mais pas paisible. C'était la même piscine où Elise avait perdu la vie quelques heures plus tôt, et maintenant, elle ne reflétait que de la tension. Ce silence s'est brisé rapidement. Les enquêteurs fédéraux sont arrivés tôt, et ils n'étaient pas seuls. Les groupes de défense des droits des animaux avaient déjà entendu parler de ce qui s'était passé. Ils sont venus avec des questions, et en quelques jours, ils ont découvert ce que Blue Sea avait passé des années à essayer de cacher. Des fichiers divulgués ont commencé à apparaître en ligne, et ce qu'ils ont révélé était moche. Kayla n'avait pas simplement craqué. Il y avait des signes avant-coureurs, des années d'entre eux. Les incidents sont enterrés dans des rapports de routine, des notes sur des attaques, un comportement imprévisible, des moments où Kayla a heurté les parois du réservoir assez fort pour faire trembler les gradins, mais rien de tout cela n'a fait les gros titres à l'époque. Tout était classé sous risque gérable. Les fans qui soutenaient autrefois Elise dans la zone de projection envahissaient désormais les forums et les sections de commentaires, exigeant de savoir pourquoi personne n'était intervenu. Pourquoi personne n'avait protégé elle et sa famille. Ils ne se retenirent pas. Puis vint le procès. Les parents d'Elise ont déposé une plainte pour décès injustifié, accusant Blue Sea d'ignorer les signes avant-coureurs et de privilégier le profit à la sécurité. Des manifestations ont suivi. Certains ont demandé justice pour Elise. D'autres ont réclamé la liberté pour Kayla. Des bougies bordaient les portails. Des pancartes écrites à la main flottaient dans la brise. La foule scandait les deux noms. L'un perdu, l'autre piégé. En ligne, l'indignation ne faisait que croître. Les images de l'attaque sont devenues virales, provoquant une réaction mondiale. Les appels à fermer Blue Sea se sont intensifiés d'heure en heure. Les législateurs en Californie ont réagi en accélérant un projet de loi visant à interdire les spectacles d'orques en captivité. La réputation autrefois étincelante du parc s'éternit presque du jour au lendemain. Et Kayla, elle n'a pas disparu, mais c'était tout comme. Ils l'ont déplacée dans un bassin privé, hors de vue, isolé des visiteurs. Les dresseurs ont reçu l'ordre de garder leur distance. Sa nageoire dorsale, autrefois fièrement incurvée, pendait maintenant comme un drapeau en berne. La mort d'Elise n'a pas seulement choqué le monde, elle a brisé l'illusion, l'idée que les animaux sauvages pouvaient être apprivoisés, éduqués et dignes de confiance dans un bassin en béton. Elle aimait profondément Kayla, mais cet amour n'était pas suffisant pour surpasser l'instinct ou annuler une vie de captivité. Et voici ce qui empêche les gens de dormir la nuit. Kayla est toujours là, toujours en train de tourner et de regarder. Est-ce fini ou est-ce juste une question de temps? Partagez vos idées dans les commentaires. Les orques comme Kayla devraient-elles être en captivité? Abonnez-vous pour plus d'histoires percutantes. Merci de regarder. À la prochaine.